Le plastique, ce n'est plus vraiment fantastique. Chaque année, un Européen en consomme en moyenne 150 kg par personne. C'est plus du double de la moyenne mondiale et cela entraîne la production d'environ 13 millions de tonnes de CO2 par an sur le continent. Des chiffres qui montrent notre dépendance à cette matière issue du pétrole. L'association Zero Waste France se bat pour réduire la production d'emballages plastiques et pour pousser le gouvernement français, comme les instances européennes, à prendre la mesure du problème. Le tout contre des lobbies très actifs. On en parle aujourd'hui sur Euradio avec la chargée de plaidoyer à l'association Zero Waste France. Bonjour Marine Bonavita. Bonjour. Alors en ce moment, avec d'autres ONG et associations environnementales, vous êtes mobilisés autour de la discussion d'un projet de loi DDAUE, j'espère que je le prononce correctement, pour diverses dispositions d'adaptation aux droits de l'Union européenne. D'ailleurs, je me rends compte qu'il manque un D, DDADUE. Donc pour résumer, en fait, il s'agit d'harmoniser le droit français et européen. Qu'est-ce qu'il propose de faire évoluer en fait ce projet de loi sur la question des plastiques? Alors donc pour donner un petit peu de contexte, il y a eu un règlement qui avait été adopté l'année dernière, donc c'est le règlement PPWR, donc Packaging and Packaging Waste Regulation, qui est donc le règlement emballage, et règlement emballage et déchets d'emballage, qui vient justement fixer de nouvelles règles sur plein d'emballages, notamment les emballages plastiques. Et donc, ce règlement a été adopté, il entre en vigueur cet été et il vient modifier pas mal de choses. Donc nous, on a été beaucoup impliqués, notamment avec nos partenaires européens, donc Zero Waste Europe et d'autres ONG européennes, pour essayer de contrer justement les messages des lobbies dans les institutions européennes pendant les discussions sur le règlement. Évidemment, les ONG n'ont pas les mêmes moyens que les industriels, donc forcément notre voix porte un peu moins. Et il y a eu des conséquences parce que là où il y avait quand même un petit peu d'ambition au début, en fait à la fin des discussions, le texte est quand même pour beaucoup de choses est quand même assez problématique. Pour résumer, qu'est-ce qui était prévu par le règlement européen, donc à la base? Oui, à la base, alors plein de choses. Mais du coup, donc, ce qui a par exemple été validé, c'est la restriction notamment des PFAS dans les emballages, donc tout type d'emballage. Donc c'est ce qu'on appelle les PFAS, les polluants éternels, par définition, qu'on peut retrouver derrière dans l'eau, par exemple. Complètement. Et donc ça, c'est quand même une belle victoire. Maintenant, comme on avait vu avec la loi PFAS en France, pour lutter contre les polluants éternels, il y a eu un gros lobby de la part de certaines marques qui fait que typiquement les poêles, etc. ne sont pas comptés dans la loi. Et là, du coup, c'est toujours pareil en fait. Il y a toujours un petit problème dans des bonnes nouvelles. Donc même si on a cette réglementation sur les PFAS, on a aussi par exemple une réduction, un objectif de réduction des déchets d'emballage d'ici 2040, progressif. On doit atteindre moins 15% de déchets d'emballage d'ici 2040. Donc pareil, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, est-ce que c'est suffisant ? Non. Ensuite, on va avoir justement l'interdiction d'utiliser des emballages plastiques pour emballer les fruits et légumes. Donc ça arrive en 2030. Mais nous, en France, ça devait arriver bien avant. Ça a été attaqué plusieurs fois en France et malheureusement, ils ont gagné. Et du coup, au lieu de l'appliquer dès maintenant, nous, on doit attendre 2030. Ensuite, on a le fait que en France, on avait depuis la loi AGEC de 2020, tous les restaurants de plus de 20 couverts devaient avoir mis en place la vaisselle réemployable. Donc, on l'a surtout vu dans les fast-foods. On est passé de l'usage unique à du réemploi. Donc ça, c'était une belle victoire en France et la France l'a porté à l'échelle européenne dans le cadre du règlement emballage et ça a été une victoire. Donc à partir de 2030, il est censé y avoir la mise en place de la vaisselle réemployable en Europe, dans les restaurants. Donc voilà, donc ça, c'est des petites victoires qui sont très sympathiques, qui font avancer le sujet. Et à côté, malheureusement, on a des reculs. Des choses qu'on espérait voir avancer et qui ne vont pas l'être. Sur quel sujet, par exemple ? Sur le sujet typiquement de la réduction, donc comme je le disais, on a fixé
15% de réduction d'ici 2040, mais ça ne suffira jamais pour encaisser le nombre d'emballages qui ne cesse d'augmenter en Europe. Et par ailleurs, on a fixé des objectifs de réemploi, mais seulement sur les emballages de transport et quelques emballages de boissons. On est censé atteindre 10% d'emballages réemployables, donc je vais expliquer ce que c'est, d'ici 2030. Juste en termes de comparaison, en France, la loi AGEC de 2020 avait donné des pourcentages sur tous les emballages. On devait atteindre 5% en 2023 et on doit atteindre 10% en 2027. Donc c'est évidemment plus ambitieux. 5% ou 10% de moins. Non, 5% d'emballages réemployables. D'accord. Donc, c'est-à-dire que une partie donc, de tous les emballages qui sont produits en France doivent être des emballages réemployables. Donc, c'est-à-dire que, imaginons une bouteille en verre contenant du jus de pomme, la personne va l'acheter au supermarché, elle doit rendre telle quelle dans une machine ou à quelqu'un la bouteille, et cette bouteille sera réemployée. C'est-à-dire qu'on va aller la laver, et on va remettre du jus de pomme ou du jus d'orange, je ne sais quoi dedans, et ensuite, voilà, elle sera réemployée. Ce qui est complètement différent du recyclage, qui est autre chose. Mais du coup, nous, c'était c'était une très bonne nouvelle, nous, en France, d'avoir ces objectifs de réemploi. Et on était très contents de pouvoir participer aux négociations du règlement parce qu'on voulait voir justement cette réglementation française être appliquée à toute l'échelle européenne. Parce que pour le coup, en tout cas nous, Zero Waste France, on considère, et la hiérarchie de traitement des déchets l'oblige aussi, le réemploi doit passer avant toute autre forme de traitement des déchets. Et donc, durant les négociations, les objectifs, finalement, sont moindres. Donc, comme je disais, on doit seulement atteindre 10% en 2030 sur les emballages de boissons. Donc, ça limite fortement. Et sur les emballages de transport, il y a aussi un objectif de réemploi. Mais en tout cas, si on parle justement des boissons, même si les boissons, c'est le secteur le plus important sur le réemploi, comme je disais, la bouteille en verre, c'est celle qui revient le plus souvent quand on parle aussi de la consigne. En fait, le fait de limiter aux boissons, c'est problématique parce que ça fait qu'on ne va pas pouvoir, dans les États membres ne vont pas pouvoir fixer des objectifs de réemploi sur d'autres secteurs. Par contre, ce qui est quand même, donc même s'il y a toujours, comme je disais, il y a toujours du négatif dans le positif, même si justement les autres secteurs vont être impactés, pour les emballages de boissons, les institutions européennes ont été claires, on peut aller plus loin que ce qu'a fixé l'Europe. Et donc ça, ce que vous décrivez a été, en tout cas, est en train d'être transcrit dans ce projet de loi DDA-DUE, sachant qu'au Sénat, certains amendements ont proposé de remettre en cause ce qui a été proposé au niveau européen. Quoi exactement, où ont eu lieu ces tentatives de recul, puisque beaucoup de ces amendements ont été rejetés? Alors, donc comme je disais, lors du règlement emballage, il y a eu beaucoup de lobbying, il y a eu des enquêtes de la part de plusieurs journalistes qui ont réussi à prouver qu'il y a carrément des affiches qui avaient été mises sur toutes les portes des eurodéputés. Donc c'était vraiment très compliqué. Et en fait, nous, à l'échelle française, donc nous, on fait face au lobby en permanence, mais là, en fait, c'est quand même c'est un autre niveau, c'est-à-dire qu'ils ne se cachent même plus. Et quand vous dites les lobbies, petite précision, il s'agit des lobbies des producteurs de plastique? Complètement. Oui. Les lobbies industriels, qui défendent donc les intérêts privés du secteur de l'emballage, ils ont en gros, comme je disais, ils se cachent plus, c'est-à-dire que on a des amendements déposés par des députés qui ont été écrits avec des lobbies tels que Plastalliance. Donc c'est écrit littéralement, cet amendement a été travaillé avec Plastalliance. Ce qui était moins le cas avant. Donc c'est les seuls pour l'instant qui s'affichent. Mais par contre, du coup, nous, ce qu'on a vu, c'est... donc nous, on fait notre travail de plaidoyer, c'est-à-dire que... Enfin, en fait, on fait le même travail, mais pas avec les mêmes moyens et certainement pas avec le même carnet d'adresses. Et donc, nous, quand on va voir les députés en leur disant que l'intérêt général doit primer, et donc, avec la situation catastrophique dans laquelle on est sur la pollution plastique ou sur, de manière plus globale, on croule sous l'augmentation du nombre d'emballages, il est absolument primordial qu'on conserve les acquis de la loi AGEC,
qui fixait des objectifs ambitieux en matière de réduction et également en matière de réemploi. Nous, on doit tout faire pour conserver cette réglementation. Il y a certaines choses qui doivent s'ajuster du fait du règlement emballage, parce qu'un règlement s'applique dans les États membres. Directement. C'est pas comme la directive, on doit passer par une loi. Là, du coup, ce projet de loi, c'est de l'adaptation. On est obligé, en fait, de s'adapter. Parce que, vu que sur certains aspects, la loi française allait plus loin, soit on est obligé de revenir un peu en arrière, soit si les textes européens disent spécifiquement qu'on peut aller plus loin, dans ce cas, nous, on veut conserver nos acquis. Et donc, pour beaucoup de choses, c'est totalement possible. Et donc, ce qui est complètement fou, c'est que là où on pensait qu'il n'y aurait pas des attaques trop importantes, en fait, tous les acquis de la loi AGEC ont été attaqués par des députés de droite et d'extrême droite sur les acquis de la loi AGEC. Donc, je vous donne un exemple. Ils voulaient le retour du plastique dans les cantines scolaires. Ils voulaient le retour du plastique dans les services de obstétrique, à l'hôpital, effectivement, en pédiatrie, etc. En obstétrique, en maternité aussi. En maternité. Ensuite, du coup, ils voulaient faire supprimer l'objectif de fin des emballages en plastique à usage unique d'ici 2040, ou encore l'objectif de réduction de bouteilles plastiques, de mise en marché de bouteilles plastiques, qui était acté dans le marbre avec la loi AGEC. Donc, nous, on s'est fortement mobilisés en coalition. Les ONG qui travaillent sur ce sujet, on est vraiment montés au créneau. Et on a dit qu'il n'était absolument pas normal et absolument pas possible qu'on revienne en arrière sur ces sujets. Et on a réussi. Donc, c'est-à-dire que ce texte qui avait été déposé au Sénat, donc la première lecture a eu lieu au Sénat, en commission et en séance publique. Dans les deux cas, les amendements les plus problématiques ont été refusés. Donc évidemment, est-ce que ce résultat aurait été le même sans la mobilisation citoyenne ? Je ne pense pas. Mais en tout cas, c'est une belle victoire. Le seul recul qu'on a, un recul quand même important qu'on a en séance publique au Sénat, c'est le fait d'avoir justement les objectifs de réemploi à 10% en 2027. Ça, ils veulent le supprimer. Et donc le texte doit maintenant être examiné par l'Assemblée nationale. On parle de notre consommation de plastique aujourd'hui et de la nécessité de la réduire. Marine Bonavita est aujourd'hui l'invitée de Radio chargée de plaidoyer à l'association Zero Waste France. Alors on a parlé de ce règlement européen adopté fin 2025 sur les emballages et les déchets d'emballage, qui donc revient entre guillemets un peu moins ambitieux, vous l'avez expliqué, que la loi française AGEC sur l'anti-gaspillage et l'économie circulaire adoptée en France en 2020. Maintenant, quels sont les chantiers, j'ai envie de dire, où est-ce qu'il faut que la France, comme l'Europe, aille plus loin sur la réduction de ces déchets plastiques ? Oui. Alors, ces dernières années, il y a eu un événement important, c'est le traité plastique international qui est en discussion depuis maintenant 3 ans, il me semble. Et qui doit justement fixer des règles mondiales, parce que la pollution plastique ne s'arrête absolument pas dans notre pays, ça a un impact mondialement parlant, et s'il n'y a rien qui est fait avec ce traité, clairement ça ne va pas avancer. Donc on a besoin qu'à l'échelle mondiale, il y ait des objectifs de réduction de la production de plastique. Nous et évidemment toutes les ONG, évidemment aussi les scientifiques, ont réussi à prouver que sans la réduction de la production, nous n'arriverons pas à gérer tous les déchets plastiques qui sont actuellement dans l'environnement. Il y a une des limites planétaires qui est donc l'intrant de polluants chimiques dans l'environnement qui a été dépassée. Donc parmi il me semble 5 ou 6 autres limites planétaires, en fait l'environnement ne peut plus encaisser ce que nous mettons sur le marché et qui se transforme en déchets. Donc avec ce constat-là, à l'échelle mondiale, il nous faut obligatoirement un objectif de réduction de la production. Donc les pays pétroliers, parce que le plastique est à 99% constitué de pétrole.
Les pays pétroliers doivent absolument faire des efforts là-dessus. Évidemment, ils font tout pour bloquer les négociations et ne pas les faire avancer, parce que les pays pétroliers sont aussi les pays dans lesquels il y a le plus de pétrochimie qui est réalisée. Et du coup, on se retrouve un petit peu dans une situation compliquée où les pays ambitieux sont les plus nombreux, mais comme tout traité international, il faut... avec des règles, consensus, majorité, etc. Pour l'adopter, il faut qu'il y ait aussi les pays qui soient embarqués dans ces décisions. Et comment on fait pour les convaincre alors d'aller dans cette avancée ? Alors nous, justement, avec d'autres ONG internationales et évidemment nationales, on se mobilise énormément. Nous, on s'est par exemple déplacé à Ottawa sur une des sessions de négociation. Donc au Canada, pour essayer de mettre la pression aux dirigeants. Il faut donc les scientifiques évidemment se déplacent également pour lancer l'alerte. Donc nous aussi, on a un rôle de évidemment lanceur d'alerte en disant que si on ne réduit pas la production, on ne s'en sortira pas. Et évidemment, tout le discours pro-recyclage ou de toute façon, tant qu'on peut recycler, on s'en sortira, ce discours est absolument pas viable pour plein de raisons. Et sans la réduction, on ne s'en sortira pas. Donc du coup, c'est pour ça qu'à l'échelle française, notre action aussi est très importante, comme à l'échelle européenne, mais en fait, je vous donne un autre exemple aussi. Une des choses qui avait été très importante, c'était la directive européenne sur les plastiques à usage unique de 2019, qui a été transposée avec la loi GEC, et qui vient interdire la mise en marché de certains plastiques à usage unique. Donc en gros, comment ils ont fait, c'est que le travail de la société civile qui a permis de montrer que, en gros, le top 10 des plastiques à usage unique qu'on retrouve sur les plages, en fait, il faut que ça s'arrête. Du coup, les institutions européennes ont entendu ce discours-là et ont dit « Ok, très bien, alors on les interdit ». Clairement, les interdictions sont le moyen le plus efficace pour venir limiter la pollution plastique. Maintenant, une fois qu'on essaie de prévenir et de réduire, il faut forcément des alternatives. Et donc, c'est là où toute la partie réemploi vient jouer son rôle. Donc, le réemploi, ça va être le vrac, la consigne et encore la recharge, même si c'est un peu plus compliqué. Donc, nous, notre discours, c'est de dire que pour justement limiter la pollution plastique, il faut forcément des alternatives réemployables. Donc, il faut développer massivement le vrac et il faut développer au maximum la consigne pour réemploi. Et ça ne va pas encore assez loin. On voit des retours ponctuels de la consigne. Il faut, l'imposer d'en haut. Il faut que l'État fasse un effort pour imposer la consigne un peu partout. Alors oui, concrètement, sans l'aval de l'État, sans les financements de l'État, ça ne pourra pas perdurer. Pour exemple, le marché du vrac chute aujourd'hui, alors que c'est clairement la meilleure alternative. Le meilleur déchet, celui qu'on ne produit pas. Pourquoi ça chute ? Pourquoi ça chute ? Pour plein de raisons. Parce que le marché de l'emballage se porte extrêmement bien. Et donc, en fait, face à ça, des boutiques alternatives, donc des boutiques bio, de quartiers locaux, ou alors même en magasin, il n'y a que 10%... il me semble que c'est 20%... C'est 10% ou 20%, il faudrait que je vérifie. Entre 10 et 20%. Entre 10 et 20% de vrac qui sont obligatoires dans les magasins de plus de 400 mètres carrés. Donc on l'a tous vu un petit peu popper des petits corners de vrac dans les gros supermarchés. Clairement, ça ne suffit pas. La toute petite micro-partie de vrac dans des énormes supermarchés où les emballages sont rois, en fait on ne peut pas avancer avec ces petites... c'est tout petit, des petites avancées quoi. Et c'est pareil pour la consigne. En fait, tant qu'il n'y aura pas un déploiement massif de la consigne pour réemploi dans toute la France, avec évidemment les financements publics associés, ça n'avancera pas. Donc, comme je disais, il y a des petites victoires. Donc, il y a notamment un projet pour développer les emballages réemployables en France avec l'éco-organisme Citeo, qui a lancé le projet Reuse dans 4 régions françaises, donc Pays de la Loire, Bretagne, Hauts-de-France et Normandie.
Donc ça fait depuis un peu plus de 6 mois que ce projet met en avant des alternatives réemployables dans les supermarchés directement. Donc c'est-à-dire que les citoyens peuvent faire le choix de l'achat du réemployable quasiment au même prix que l'usage unique. Mais c'est que dans 4 régions. Nous, ça fait des années et des années qu'on dit que tant que ce ne sera pas accessible à toutes et à tous, en fait, le problème ne pourra pas forcément avancer. Et donc, il y a plein de choses un peu compliquées qu'on essaie de mener dans des instances, etc., pour faire avancer le sujet. Mais ce qui est très important aujourd'hui, c'est que les financements soient fléchés sur la réduction, la prévention et le réemploi. Et vous appelez aussi les communes à s'engager. On est en période électorale, d'élection municipale. Vous proposez aux candidats de s'engager sur la réduction de la pollution plastique. Pour terminer, que peuvent faire très concrètement ces mairies pour finalement aller dans le sens d'une Europe, d'une France avec moins de plastique ? Complètement. Donc pareil, on est dans un contexte d'augmentation des déchets d'emballage et de manière générale des déchets ménagers. Et avec ce constat, il est primordial que les communes s'engagent, les collectivités locales. Et donc, il y a plusieurs manières d'agir. Sur les plastiques, nous, on a mené un projet avec plusieurs métropoles en France pour les encourager à réduire le plastique sur le territoire. Donc, typiquement, elles vont pouvoir agir grâce au levier de la commande publique. Donc, faire en sorte que le plastique ne soit pas autorisé sur toute la commande publique, sur toutes les commandes que vont pouvoir faire les instances de la collectivité. Ensuite, du coup, elles vont pouvoir mettre en place soutenir des projets de réemploi sur le territoire, donc typiquement via des appels à projets. Donc soit des associations sont déjà présentes sur le territoire, des associations ou des entreprises sont présentes sur le territoire. Et par exemple, la collectivité dit que tous les événements de la collectivité sur le territoire seront faits grâce à des emballages réemployables. Dans ce cas, elle lance un appel à projet et des entreprises ou des associations vont y répondre et vont proposer une alternative en réemploi. Donc, c'est-à-dire, typiquement, c'est vraiment très simple et c'est déjà fait. Donc, la métropole de Bordeaux, la métropole de Nantes, la métropole aussi de Lyon se sont engagés dans ces démarches-là. Mais il faut que ça soit aussi, on l'imagine, des communes plus petites, parfois qui organisent des événements. Complètement. En fait, je trouve que ce qui est un bon signal, c'est que si des grosses métropoles avec même si elles ont des gros moyens, elles ont aussi un gros territoire à mailler. Donc, on va dire que sur des plus petites communes, c'est un peu plus facile du coup à mettre en place. Donc, on va dire que si les grosses métropoles y arrivent, ça lance un signal très très positif pour des plus petites communes qui peuvent mettre en place exactement la même chose. Et ça aura un effet d'entraînement. Et d'ailleurs, c'est ce que vous espérez, que toute la société finalement se mobilise pour réduire cette pollution plastique. Merci beaucoup Marine Bonavita. Je rappelle que vous êtes chargée de plaidoyer à l'association Zero Waste France. Merci d'être venue de nous parler de ce sujet aujourd'hui sur Euradio. Merci beaucoup.